pouvez travailler de n'importe où. Et lucratif parce que parmi les devs, parce qu'on est considéré comme des développeurs, on fait partie des devs les mieux payés sur le marché aujourd'hui, parce que c'est une ressource rare et il manque des personnes qui font ce métier-là. Aujourd'hui, donc je vais parler sur ma région, donc je suis de Lille. Aujourd'hui, sur Lille, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de candidats. Qu'est-ce qu'il faut aimer faire pour faire ce métier? Déjà, il faut aimer analyser. Il faut aimer comprendre les chiffres, vouloir aller plus loin que ce qu'on nous demande, vraiment aimer être curieux. C'est surtout ça, être curieux. Euh, Vous allez devoir aussi comprendre et lire l'anglais. Alors, on ne demande pas d'être bilingue, mais sur la partie informatique, code, etc., même quand vous allez faire de la recherche, de la lecture, il y a beaucoup de textes en anglais. Euh, Comme j'ai dit, il faut être curieux, donc il faut être en veille permanente. C'est un domaine qui évolue très vite. Le métier que je faisais il y a 5 ans en tant que data scientist n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui et il faut vraiment pas perdre l'innovation et vraiment être capable de faire de la veille. Il faut être capable de communiquer. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout sur la partie data analyst. C'est une chose de savoir sortir les chiffres, de savoir faire des tableaux de bord, mais il faut aussi savoir vendre. Du coup, si vous avez un passé de commercial ou un passé d'une personne qui est en lien avec le public, ça peut vraiment être un avantage pour vous. Et enfin, il faut être autonome. Pourquoi être autonome? Parce qu'en data, on va généralement vous donner une problématique et on va vous laisser assez libre sur la façon dont vous avez envie de répondre à ces problématiques. Donc voilà, on va avoir une certaine autonomie, on va pas vous guider pas à pas. Elle est un peu floue cette slide, c'est pas grave. Du coup, l'idée d'un projet, comment ça marche un projet quand vous serez en entreprise ou même quand vous allez faire vos projets sur Open Classroom? Pour moi, un projet, ça se fait toujours en 5 étapes. Il y a une première étape qui va être l'idée de penser. On va vous donner un projet, vous allez devoir réfléchir en amont, sans parler de data, sans parler d'informatique, sans parler de stats, de mathématiques. Vous allez devoir réfléchir à comment je vais pouvoir résoudre ce problème. L'étape d'après, l'étape 1, donc c'est vraiment, on a arrêté de penser, on commence à faire quelque chose, on va essayer de collecter les données. Donc collecter les données, ça veut dire les récupérer, soit dans les données qu'Open Classroom vous donne, soit d'aller chercher sur d'autres sites, vraiment d'être curieux sur cette collecte de données. Une fois que vous aurez collecté les données, le principe c'est de structurer, donc les retravailler pour qu'ils correspondent exactement à ce que vous voulez. La troisième étape, c'est de comprendre les données, savoir sortir des chiffres, des moyennes, des médianes, vous verrez ça en cours, mais vraiment comprendre ces chiffres. Et à la fin, et c'est ça qui est très intéressant dans ce métier, la dernière étape, c'est agir. C'est-à-dire qu'on travaille toujours pour créer quelque chose ou pour faire révolutionner, faire une innovation, révolutionner un process dans l'entreprise, trouver un lieu où notre entreprise peut s'implanter. Voilà, il y a vraiment toujours une conséquence à nos actions et ça, c'est vraiment plaisant parce qu'il y a plein de missions de travail aujourd'hui où on a l'impression de travailler pour rien, on va dire. Aujourd'hui, quand vous êtes data, vous avez toujours satisfaction que voilà, votre travail sert à quelque chose. Pour vous donner une journée type, parce que c'est vrai que c'est important de savoir concrètement comment ça passe le métier d'un data. Alors, on a différencié quand on est en entreprise ou quand on est freelance, mais de manière très simple. Généralement, quand on est data, on commence le matin avec une réunion pour récupérer les demandes du métier, les demandes du marketing, les demandes de votre projet, peu importe. Mais généralement, ça commence toujours par une réunion. Après, on va travailler aussi sur tout ce qui va être analyse exploratoire, donc comprendre les chiffres, essayer de faire des analyses. Après, on va aussi vous allez voir créer pas mal de choses, créer des variables, on va développer des dashboards, on va vraiment faire des choses qui sont concrètes. Bon, après, vous avez comme tout votre pause déj. Moi, j'avoue, pendant ma pause déj, j'en profite pour faire un peu de la veille de technologie, mais c'est parce que j'adore ce métier, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tranquillement prendre votre pause déj. Et après, généralement, l'après-midi, c'est plus sur vraiment faire des relations avec votre équipe, organiser tout le travail et à la fin, on entraîne notre modèle. Notre modèle, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, le nettoyage des données, l'analyse, etc., on regarde si on a des résultats convaincants et on partage ces résultats avec le métier. Quand vous êtes indépendant, ça sera à peu près la même chose. Il faut juste, donc là c'est on va dire ma journée type quand je suis indépendant. Moi forcément il y a une partie en plus sur le mentorat. Le mentorat, ça veut dire que la période où j'accompagne les étudiants ou où je fais aussi des validations de soutenance. Mais quand vous êtes indépendant, voilà, vous gardez le même rythme.
Pourquoi on précise ça? Il y a beaucoup de métiers, quand vous êtes indépendant, vous êtes obligé de vous faire des journées de 8 heures à 20 heures, etc. Sur la partie data, vous pouvez facilement avoir des journées qui restent courtes, on va dire de 9 heures à 18 heures, où vous pouvez faire l'ensemble des tâches qu'on vous demande. Je vois qu'il y a plein de questions, je répondrai après. Je ne sais pas si ça concerne, ça me concerne. Alors, l'aperçu des tâches qu'on va vous demander dans ce métier, comme j'ai dit, là, une grosse partie, c'est la récupération des données. On va aussi demander d'agréger, de faire des analyses. Il faut savoir que vous avez peut-être une vision un peu biaisée des métiers de la data. Quand on voit la data à la télé ou quand on entend parler des gens qui font de la data, on voit beaucoup modèles mathématiques, faire du deep learning, créer des robots, faire des machines qui sont capables de jouer aux échecs. Ça représente une petite partie de notre travail, c'est environ 15-20%. Il y a une grosse partie de notre travail, ça va être vraiment sur la compréhension des chiffres, sur sortir des tableaux de bord, sur analyser, nettoyer. C'est quelque chose qui peut aujourd'hui vous dire ouais, c'est peut-être pas intéressant, mais vous allez voir quand vous le ferez, vous direz ah ouais, ça c'est voilà, j'avais des données qui n'étaient pas terribles à la base, j'ai réussi à créer de la valeur avec, et c'est vraiment épanouissant. Ce qu'il faut savoir aussi sur les tâches qu'on va vous demander, vous pourrez peut-être pas tout faire dans les entreprises, c'est assez segmenté les tâches. Donc n'ayez pas peur de la liste que j'ai mis ici. Et pour terminer, donc je lis pas tout, hein, l'idée c'est vraiment pour vous. On va vous demander aussi beaucoup de lire des articles, peut-être d'en rédiger si vous êtes capable, mais de lire des articles sur les innovations autour de la data. Il y a différents types de data scientists, de data analysts, etc. Donc, je vous ai dit, il y a data scientist qui va être plus sur le côté recherche et développement, code, informatique. On va avoir le data analyst qui va plus être là pour comprendre les chiffres. Mais on a aussi de plus en plus d'autres spécificités, d'autres aspects qui vont être des gens qui vont faire du machine learning ou du développement data. Il faudra vraiment, quand vous choisirez la formation avec Open Classroom, se poser la question de ce que vous avez envie. Comme j'explique tout le temps à l'ensemble de mes étudiants que j'accompagne, il n'y a pas de classement de métiers dans la data. Il y a vraiment des profils différents. Si vous êtes plus à l'aise avec des chiffres, si vous êtes plus à l'aise à vouloir prendre des décisions rapides, faire des petits projets et accompagner une entreprise et être là au quotidien, généralement, c'est aussi ces personnes-là qui sont au CODIR, qui donnent, qui aident, là, en tout cas, à la prise de décision. Vous serez plus data analyst. Et si vous aimez bien plutôt on va dire, être un peu plus tranquille dans votre coin, faire des gros projets et faire beaucoup d'innovation, là, je vous conseille plus des parcours data scientist ou machine learning. Les langages de programmation, alors les langages de programmation que vous allez voir sur les parcours, il y en a 3. Il y a R, qui est au fait qui est le langage de base des data à la base. C'est vraiment un langage qui est orienté statistique. Vous allez voir Python qui est le langage vraiment qui est en train d'exploser sur la partie data analyse, data science. C'est vraiment, s'il y a un seul langage que vous devez apprendre, c'est celui-là. Il y a énormément maintenant d'offres d'emploi qui demandent de faire du Python. Et vous allez aussi apprendre du SQL qui est un peu le langage historique pour faire des requêtes. Avec ces trois codes, vous pouvez assurer et répondre à 90% des offres d'emploi. Il y a deux autres langages, Scala et Java, qui sont de temps en temps demandés, mais c'est vraiment optionnel et c'est des langages que vous n'allez pas forcément apprendre chez Open Classroom. L'idée des parcours Open Classroom, c'est de vous rendre employable et du coup, on a vraiment mis le focus sur les 3 langages les plus recherchés dans le monde du travail. Alors, quelques termes, je ne vais pas tous les faire, hein, c'est vraiment pour vous et demain, quand vous commencerez votre formation, si vous pouvez avoir accès, je pense qu'ils vont avoir accès à la presse, ou en tout cas, je pourrais leur envoyer. C'est vraiment avoir cette petite liste de définitions qui vous permet de ne pas se perdre. Je vais juste en prendre quelques-unes pour vous montrer à quoi ça sert. Par exemple, dans vos projets, on va vous parler de temps en temps de NLP. NLP, ça ne parle pas à grand monde, mais en fait, c'est juste le langage naturel, savoir analyser le texte. Vous allez avoir aussi des termes comme machine learning. Et machine learning, ça veut tout simplement dire qu'on va faire du code pour que la machine apprend par elle-même. Après, vous allez parler d'API, c'est une interface de programmation. Vous allez parler de base de données. Vous allez parler vraiment beaucoup de choses qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas. Et demain, ça vous paraîtra tellement naturel. DataVis, les méthodes et les outils d'utilisation des données. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi on précise ça? Parce que moi, j'ai beaucoup d'étudiants, quand ils commencent, quand ils font leur reconversion professionnelle, ils me sortent à peu près toujours la même phrase, j'y connais rien, je connais aucun terme, etc. Faut pas avoir peur. La data, c'est pas compliqué et en plus, vous êtes accompagné par un mentor
une fois par semaine. Donc, c'est cette personne-là qui va vous apprendre toutes les tâches. Comment ça marche la formation? Parce que c'est vraiment pour le but de ce webinaire. Comment ça marche de manière concrète cette formation avec Open Classroom? Alors, c'est très simple. En fait, vous allez avoir des projets à faire. Alors, sur la partie data analyst, il y en a 10 et sur la partie data scientist, il y en a 8. Et qu'est-ce que c'est un projet? Par exemple, je vous en ai mis quelques-uns. Il y a un projet sur la partie data scientist qui est segmenter des clients d'un site e-commerce. Donc, en fait, vous allez récupérer des vraies données d'un vendeur qui se trouve au Brésil, si je ne dis pas de bêtises, Brésil, Argentine, Brésil. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, vous allez récupérer toutes les données, les tickets de caisse, les informations sur le client, les informations sur le produit, l'avis que le client a mis sur son achat. Et avec toutes ces informations, on va vous demander de découper, de regrouper les clients qui se ressemblent ensemble et d'éloigner les clients qui sont opposés afin d'aider l'entreprise à gérer son marketing. Ça veut dire d'envoyer le bon message aux bons clients et sur les moins bons clients, peut-être arrêter de les animer. Un autre projet, on va aussi vous demander de déployer un modèle dans le cloud. Il faut savoir que tous les projets que vous allez faire sur la partie data scientist, vous allez les faire en local sur votre machine. Et de plus en plus, les entreprises travaillent non pas en local, mais sur le cloud. Et du coup, ce dernier projet vous permet de vraiment développer un environnement big data, de développer des outils pour vous permettre de lancer des programmes sur des millions et des millions de lignes. Et c'est vraiment quelque chose qui est très demandé aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et un dernier projet qui est sur la data analyst, on va vous demander de réaliser une étude de santé publique. En fait, on va vous donner des informations sur de la santé de manière générale. On va vraiment vous demander de faire des tableaux de bord, de sortir des graphiques, d'expliquer concrètement à l'évaluateur qu'est-ce que vous avez pu en sortir. Il faut savoir que quand vous allez présenter ces projets, vous allez les présenter à un évaluateur. Et cet évaluateur devra toujours jouer un rôle. Par exemple, si on est sur le premier projet, segmenter des clients d'un site e-commerce, l'évaluateur devra jouer le rôle du DG de l'entreprise et vous allez devoir présenter votre projet comme si c'était réellement le DG. Du coup, ça vous permet vraiment de vous mettre dans un contexte professionnel. Pour chaque projet, en plus de l'accompagnement fait par moi ou par d'autres collègues, vous avez des cours. Ces cours sont en libre accès, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Vous avez des questionnaires à l'intérieur pour valider que vous avez bien appris les acquis, vous avez bien pris les acquis. Et ces cours sont vraiment là pour vous aider à réaliser le projet. Donc ça veut dire que vous faites les cours, vous commencez à développer le projet, vous voyez votre mentor une fois par semaine, il rectifie ou il vous guide pour avancer. Et après, vous êtes autonome sur le cours et sur le projet et vous revoyez votre mentor la semaine suivante. Et ce process cours développement mentor vous permet d'aller assez vite et vous permet aussi de retrouver une démarche qui existe vraiment en entreprise. Moi, avec mes collaborateurs, comment ça marche? Quand ils aident une entreprise, ils récupèrent la donnée, ils vont essayer de faire ce qu'on leur demande, et s'ils n'arrivent pas, ils vont chercher d'abord sur Internet, ils vont faire de la veille, et après, ils vont venir me voir pour savoir si ils vont dans le bon sens, etc. Et c'est le même principe qu'on remet chez Open Classroom. Quand vous voyez votre mentor, donc sur les 45 minutes par semaine, alors 45 minutes, faut bien savoir que c'est une moyenne. Il y a des sessions où des fois vous passerez 40, des fois vous passerez 50, c'est pas limité. À 45 minutes, ça se coupe pas. Ça se coupe pas, c'est vraiment quelque chose qui est fait en bienveillance. Mais généralement, comment ça marche? Les 5 premières minutes, on fait un point sur la semaine. On permet de vérifier aussi que tout s'est bien passé. Généralement, sur 5 minutes aussi, on fait un point sur en dehors d'Open Classroom, comment ça va. Voilà, c'est une formation où vous êtes tout seul, donc vraiment, l'idée, c'est de créer un lien avec vous, vraiment un lien amical. Moi, je garde beaucoup de liens avec mes anciens étudiants qui me contactent pratiquement toutes les semaines. Après, généralement, on fait une vingtaine de minutes sur les réalisations faites, les difficultés rencontrées, 15 minutes où on code ensemble, et après 10 minutes où on détermine les objectifs de la semaine. Pourquoi on fait des objectifs sur la semaine? Ça vous permet de découper votre projet. C'est beaucoup plus simple pour vous, et ça vous permet aussi d'avoir des objectifs réalisables et des victoires assez rapides. Et au moins, ça vous permet d'avancer au lieu d'avoir un gros projet d'un bloc. Là, vous avez plein de petits objectifs par semaine. J'essaie de me dépêcher parce que j'arrive. Et du coup, à chaque fin
de session, c'est toujours la même chose. Vous allez recevoir un compte rendu. Ce compte rendu vous permet de savoir tout ce que vous avez fait dans la semaine, ce que vous avez apporté pendant la soutenance et, comme j'ai dit, en 3, les objectifs. Ces objectifs, bon là, l'écran n'est pas le mieux, mais ces objectifs doivent être chiffrés, doivent vous permettre d'avoir une durée pour le faire, et c'est vraiment votre fil rouge pour la semaine, et ça vous permet de savoir exactement ce que vous devez faire. Et le mentor vous envoie ça toutes les semaines. Il a accès aussi, il peut revenir en arrière pour voir si ça a été fait, etc. C'est vraiment une feuille de route. Ouais, je me suis bien noté. Du coup, une dernière phrase que je dis tout le temps, et c'est vraiment ce côté-là où moi je forme à la fac, et je forme aussi sur Open Classroom. Et le gros avantage d'Open Classroom, c'est d'avoir des mentors. Pourquoi? Parce que le fait de partager, au fait 45 minutes avec un mentor par semaine, ça vous permet d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel. Il faut savoir que c'est quand même assez rare d'avoir des formations où, à la fin de la formation, vous serez opérationnel du côté technique, et vous serez aussi opérationnel du côté qualité perso, parce qu'avec cet échange pendant 45 minutes avec le mentor, il va vous apporter pas mal de petits tuyaux, de petites choses à faire en entreprise, comment se comporter, comment gérer un projet de A à Z. Il va aussi vous apprendre à présenter les projets. Il va aussi vous apprendre à savoir communiquer avec d'autres secteurs, parce qu'il faut savoir que la data, on a notre propre langage, comme on a vu avec le glossaire, et du coup, il faut savoir parler à des DG, et on ne parle pas de la même façon à un DG qu'une personne qui fait du marketing, qu'une personne qui fait de la com. Donc, le mentor est là aussi pour ça, et vous sortez de cette formation avec un package complet: compétences techniques, compétences personnelles, et compétences sur comment communiquer. Et ces trois domaines ensemble vont faire que vous allez devenir un bon data scientist ou un bon data analyst. Et dernière chose, une fois que la formation est terminée, du coup, déjà, on ne vous laisse pas là parce que vous êtes accompagné par une personne qui va vous aider à trouver un travail. Mais moi, ce que je recommande, c'est se spécialiser en data, pas rester data généraliste, se spécialiser soit dans des domaines, soit dans des compétences particulières. Il faut savoir aussi que vous allez, en tant que data analyst et data scientist, vous allez travailler dans plein de secteurs différents, et c'est vraiment bien de comprendre les autres métiers pour demain, quand vous serez en entreprise, pouvoir comprendre les problématiques de chacun. Et bien sûr, après tout ça, le but, c'est de travailler en entreprise ou travailler pour son compte, et pourquoi pas même travailler sur des sujets perso. Donc, l'idée derrière, une fois que la formation est terminée, le vrai objectif, c'est de travailler et faire une recherche sur le marché de l'emploi. Voilà, j'ai respecté le timing. Super, bien joué, parce que c'était un challenge avec le contenu et le temps. Merci beaucoup Valentin. Oui, je fais une petite aparté parce qu'on a un petit podcast qui s'appelle le Globoscope. Je peux vous mettre le lien dans le chat si vous voulez. Déjà le lien du podcast de manière générale. Donc c'est chaque épisode qui est consacré à un métier qui est représenté dans nos formations diplômantes. Et dedans, vous retrouverez notamment un podcast dédié au métier de la data science et aussi de l'analyse. Je peux vous mettre également les deux dans le chat. Dans un premier temps, celui sur le métier de data scientist et enfin sur le métier de data analyst. S'il y a des amateurs de podcast, le format est assez court, assez bien fait, et c'est assez interactif. Il y a des invités pour reprendre un petit peu ce que Valentin a dit, et une présentation assez intéressante de ces deux métiers. Merci encore, hein, Valentin. C'est vrai qu'il y a quelques questions, comme tu l'as dit. Je pense qu'on pourra les prendre juste après les deux témoignages à venir. Mais voilà, place au témoignage. Donc on a deux étudiantes chez nous qui ont accepté de répondre à vos questions et de vous apporter leur petit retour d'expérience. Donc on a Nial qui est sur le parcours data scientist d'Open Classroom, et Patricia qui est à la fois alumni sur le parcours data analyst et alternant parcours data scientist. Donc merci beaucoup à vous deux de vous prêter au jeu, et puis n'hésitez pas, si vous avez des choses à partager aux gens de ce webinaire, peut-être qui hésitent à faire une formation chez nous ou pas, data, c'est à vous, et votre témoignage leur sera précieux, je pense. Ok, merci à vous. Donc, je vais peut-être commencer par un petit retour d'expérience pour ma part.
Donc moi à la base j'ai une formation généraliste avec une spécialisation en génie électrique. J'ai travaillé pendant 1 an et demi en tant qu'ingénieur-chercheur en génie électrique et j'ai pris la décision à la suite de ces 1 an et demi de me reconvertir en data. Et à ce moment-là, déjà les raisons pour lesquelles j'ai choisi ça, c'est tout ce que vient de mentionner Valentin, c'est la flexibilité que ça offre en termes de télétravail, la demande croissante sur le marché, la nature du métier aussi, cette alliance de maths, données, code, ça m'attirait beaucoup et ça me manquait dans le métier que je faisais. Et puis aussi les opportunités que ça présente de formats de travail alternatifs comme freelance ou consultant indépendant, des choses qui n'existent pas vraiment dans d'autres secteurs. Donc j'ai choisi de me reconvertir et c'est à ce moment-là que j'ai eu un retour d'expérience d'un ami qui avait des formations assez solides en maths et en data science plus théorique, le côté plus théorique des algorithmes de machine learning, etc. Et qui avait déjà commencé la formation il y avait un moment et qui m'a fait son retour d'expérience, qui m'a dit que c'était vraiment une formation qui lui plaisait beaucoup et qui avait un côté pratique qu'il ne retrouvait pas dans les formations qu'il a fait avant, euh, sachant qu'il a fait de bonnes formations. Il a fait le MVA et l'ENS, donc c'était vraiment des formations très réputées. Et la formation de plantation, lui, et en quelque sorte, ça complétait au fait manqué dans les formations plus théoriques qu'il a pu faire. Donc ça m'a beaucoup attiré et ça m'a beaucoup encouragé son et donc j'ai pas trop hésité, j'ai postulé pour la formation, j'ai été acceptée, j'ai eu un financement de Pôle emploi et la procédure était vraiment très simple, très rapide et très très intuitive. Et donc voilà, là c'est depuis octobre que je fais la formation. J'ai un mentor qui s'adapte un peu à mes rythmes, qui sont parfois décélérés, parfois accélérés selon les contraintes. J'ai déjà commencé à travailler il y a un mois, donc j'ai déjà trouvé un travail. Je fais maintenant du conseil en data science. Je suis consultante data scientist, le terme exact du poste. Et j'étais aussi agréablement surprise quand j'ai commencé euh, mes, euh, mes entretiens de, de réaliser que les formations de Classroom commençaient vraiment à être bien connues sur le marché. Il y avait déjà des consultants avec moi qui ont fait ces formations-là, qui étaient dans l'entreprise. Donc, quand je leur ai parlé de la formation, ils connaissaient déjà. Donc, ça, c'était aussi une bonne surprise. Donc, voilà, maintenant, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Super, merci beaucoup Niel. Écoute, ouais, si Patricia, toi, tu as des choses à dire en complément, ou même si ça rejoint ce que vient de dire Niel, n'hésite pas, on est tout oui. Ok. Donc, bonjour à tous. Oui, je comprends tout à fait ce qu'Ignal disait. Je me retrouve, quand je parlais de ton mentor et de la relation que tu as avec lui, j'ai d'ailleurs regardé le même mentor que j'ai eu dans la formation data analyst parce que ça se passait super bien et justement, il s'adaptait vraiment à mon rythme aussi, quoi. Donc, il y a des semaines quand on a les cours à suivre ou en tout début de projet, on n'a pas vraiment beaucoup de questions techniques à poser, et beaucoup de codes à montrer non plus, mais on parle d'autres choses, du métier, et ça c'est super intéressant cet échange aussi. Mais par contre, il y a des moments où j'ai plein de questions à poser, et il s'adapte vraiment à mon rythme aussi. Je ne sais pas si je commence direct. Comment ça pour mon témoignage. Oui, bien sûr, ouais, s'il y a des questions. Ok. Vas-y, on reviendra aux questions après, tranquillement. Ok. Donc,
Moi, enfin, à la différence de Nihal, je n'étais pas du tout dans cet univers plus scientifique, mathématique. J'ai une formation en histoire. Enfin, je suis brésilienne. Donc, au Brésil, j'avais fait des études en histoire. J'avais travaillé dans des archives, dans des musées. Et puis après, en France, j'ai fait une formation en psychologie. Et puis après, j'ai passé le concours pour professeur des écoles. Rien à voir. Et j'étais institutrice quand j'ai quitté l'éducation nationale pour faire autre chose. Je savais pas trop quoi faire, mais je savais que je voulais quelque chose enfin, qui représentait, Basé sur ce dossier pour voilà, décider si il y aura ou pas un entretien d'admission. Donc, entretien d'admission en visioconférence ou par téléphone d'une 20aine de minutes, suite auquel on vous donne une réponse dans les 48 heures, qu'elle soit positive ou négative. Donc ça veut dire qu'on est sur un processus, je dirais, de 2 semaines en moyenne. Entre le moment où on remplit le formulaire de contact et le moment où on a sa réponse, on est sur 2 semaines. Eh ben, écoutez, merci à tous. Hein. Il y a peut-être d'autres questions éventuellement auxquelles on n'a pas répondu, ou je sais pas, si Valentin, Patricia, Niel, vous avez vu des questions qui valent la peine d'être... on a pas mal répondu directement dans le chat. Mais je vais quand même vous mettre... c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions, on a peut-être... en entreprise, 2 jours en école, et puis professionnalisant. Donc ça, c'est 4 jours en entreprise et 1 jour par semaine dans l'école, et ça va avec l'âge. Donc à partir de 29 ans, tu peux faire que le contrat de professionnalisation. C'est mon cas. C'est pas l'idéal, je trouve. J'aimerais bien pouvoir faire 3 jours et 2 jours. J'ai un peu du mal avec ces formats, mais bon, on s'habitue, on n'a pas le choix, et ça dépend pas d'Open Classrooms non plus. C'est des types de contrats, en fait. C'est vrai. Donc ça reste tout de même possible au-delà de l'âge de 29 ans. Du coup. Non, mais c'est pas possible. À partir de 29 ans, tu as forcément dans un contrat de professionnalisation. Forcément, tu n'as pas le choix. Et la rémunération vient avec aussi. Donc, parce que du coup, tu peux toucher le CIMIC, qui n'est pas non plus, oh mon Dieu, je suis riche maintenant, mais c'est mieux que 50% dans CIMIC. Comme ça peut être le cas dans des contrats d'apprentissage. Ouais. En effet, ouais, merci pour la précision, Nial. C'est vrai que c'est un peu spécifique et je l'avais pas précisé. Mais merci beaucoup. Je vais faire rendre l'antenne parce qu'on a d'autres webinaires qui se succèdent. Pour rappel, on a notre événement Open Orientation, il se finit cet après-midi. On a encore 3 webinaires. Hein, si jamais vous avez, je vous mets le lien de la page si jamais vous voulez vous inscrire aux 3 restants. Donc n'hésitez surtout pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous. Il y avait beaucoup de questions. C'était assez vivant, interactif. Et je vous en remercie. Et grand merci aussi à mes